Cette vidéo contient des spoilers pour les deux films Pacific Rim. Si vous ne les avez pas vus, ne vous inquiétez pas, vous comprendrez quand même la vidéo. Tu vois des choses qui ne sont pas là. C'est une remarque que je croise assez souvent dans les communautés de fans sur internet, en particulier quand ceux-ci parlent d'un ship. Ont-ils raison ? Quand j'affirme que Newton et Herman sont canoniquement, officiellement, absolument et inévitablement amoureux l'un de l'autre dans Pacific Rim, est-ce un fourvoiement de ma part ? Suis-je sur le point de vous assommer avec un rapide historique du lien entre les audiences queer et les grandes marques ces 40 dernières années aux États-Unis ? Et cela a-t-il un quelconque rapport avec le reste ? Alors dans l'ordre. Non, non, oui et oui. Selon Diana Rollinger dans son article Eroticizing Men, Cultural Influences on Advertising and Male Objectification, que l'on peut traduire en l'érotisation des hommes, influence culturelle sur la publicité et l'objectification masculine, c'est en 1984 qu'aux États-Unis, des entreprises se sont intéressées à ce que Rollinger appelle le dollar gay. Elle voyait en la communauté gay des consommateurs jeunes, aisés, amateurs de produits haut de gamme et surtout une clientèle fidèle. La crise du sida a un peu réfréné les ardeurs de ces entreprises, mais dans les années 90, la communauté LGBT s'est légèrement banalisée dans l'inconscient public, au point qu'en 92, Bill Clinton, alors candidat à la présidentielle, s'est mis à s'adresser spécifiquement à son électorat gay. C'est à cette période que les grandes sociétés cotées ont commencé à communiquer avec nous. Rollinger cite Calvin Klein, Toyota, Philips ou encore General Motors. En 1994, pour la première fois, une publicité d'IKEA incluait des clients gays et identifiables comme tels. Cela dit, si l'on regarde les publicités de mannequins pour, par exemple, des sous-vêtements, aucun modèle masculin n'était montré dans un contexte indéniablement gay. Encore aujourd'hui, on voit surtout des couples hétéros ou alors des personnes seules. Cela dit, les pubs avaient souvent quelque chose de... particulier. What do I know about performance? What do I know about control? What do I know about grip? Great horsepower! Limited slip, rear differential. Full time, all-wheel drive. But what do we know? We're just girls. Subaru Forester. Sport utility tough, car easy. Elle s'adressait à l'audience gay de manière plus subtile qu'une audience hétéro, plus symbolique. Par exemple, lorsque Subaru s'est aperçu qu'une part non négligeable de leurs clients étaient des femmes en couple avec d'autres femmes, sans enfants et aimant les véhicules tout-terrain, cette entreprise, à l'époque en faillite, a décidé de les cibler davantage. C'est comme ça que sont apparues des pubs dans lesquelles on lit « Ce n'est pas un choix, on est juste comme ça » ou encore « La fierté est quelque chose qui nous tient à cœur », sans parler de la plaque d'immatriculation Xena Lover. ¿Un arcoíris? Sí, un arcoíris. Pero eso de maricones, ¿no? No, yo creo que tiene que ver como con la bandera mapuche. ¿Mapuche maricones? No, mapuche, indio. ¿Sabe por qué está paranoico usted, Guzmán? Porque tiene ahí, en su oficina, tiene metido a unos comunistas homosexuales. No, ministro, en mi oficina no hay ni homosexuales ni comunistas. Ah. Bueno, pero no se haga problema. Nadie va a querer ver propaganda a esa hora. ¿Usted cree, ministro? ¿Pero quién está todo el mundo durmiendo? Yo estoy durmiendo. Yo también estoy durmiendo. ¿Ves? Está todo el mundo durmiendo. Des études ont montré que l'audience gay réagissait en général plus favorablement aux messages subtils qu'aux rentre-dedans. En tout cas, les audiences féminines. La publicité pour l'audience masculine était un peu moins subtile. Aujourd'hui, Subaru est considérée comme une marque gay-friendly avec notamment des apparitions en marge de fierté et des contributions financières à la recherche sur le VIH. Tim Bennett, manager des services de marketing chez Subaru aux États-Unis, disait les choses suivantes. C'est un peu notre petit secret, c'est malin, inoffensif, et quand on est au courant, on rigole. Je ne peux pas vous dire à quel point, à cette époque, la conversation autour des questions LGBT était négative. Pour résumer, les personnes LGBT ont été encouragées à analyser et décortiquer les médias pour s'y retrouver. Aujourd'hui, on retrouve deux tendances assez distinctes. Certains produits revendiquent leur côté LGBT-friendly, notamment le jeu Dead by Daylight, qui n'hésite pas à embrasser sa communauté et revendiquer son statut arc-en-ciel. L'autre tendance, qui se retrouve plutôt dans les films et séries, c'est de faire de la représentation LGBT un clin d'œil facilement ignorable, et c'est là le concept au cœur de ma vidéo. Le facilement ignorable.
Dans les pubs que j'ai citées plus haut, une audience hétéro de l'époque n'y verrait rien de spécial, tout simplement parce qu'elle ne s'adressait pas à eux. Tandis que les hétéros sont conditionnés à prendre les médias au pied de la lettre, les personnes queer sont culturellement habituées à chercher plus loin et à s'investir dans un média. En prenant tout cela en compte, est-il vraiment surprenant que les audiences queer voient ce que d'autres ne voient pas dans des films ou des séries ? I'm gonna start this out like super not awkward and say, the internet ships Newt and Gottlieb. There are like 2,748 fan fictions about your characters. Excellent taste. Yeah, this Yes, good. people have great taste. Please respond. Like, why do you suppose this is? Our intense sexual chemistry. It's unbridled. And I think Newt and Herman inspired a lot of people to do that sort of thing, and so hopefully that. I think there's something interesting to it too, where we've seen many stories about the heroic guy and the heroic girl who find love at the end of, but we've not seen many about the two oddball scientists who are forced to work together, who are complete opposites, who develop a real bond and love for one another. And I understand what they're responding to. And by the way, it informs what I do in the scenes. I think my character loves your character, you know, although he also would never admit that. That makes me very happy. Yeah. What would the Gottlieb and Newt? And they have sex, by the way. Yeah, yeah, they do. They do? Stop Yes, the yes. Neurally or? No, it's just not scripted. But It happens off camera. yes, it's all true. All your fantasies are true. Revenons-en à Pacific Rim et à ces deux scientifiques chaotiques qui n'ont rien, absolument rien d'hétérosexuel. Tout d'abord, j'aimerais qu'on soit bien d'accord sur une chose. Dans un film, chaque élément est délibéré. Il y a parfois de la spontanéité dans la performance des acteurs, mais ce qui est à l'écran, ce qui sort des enceintes, tout a été choisi et validé. Maintenant, ces deux imbéciles sont-ils fous amoureux l'un de l'autre ou n'est-ce que l'une de mes nombreuses désillusions ? Analysons les deux personnages et commençons par Newton parce que c'est le cas le plus simple. Dans son profil, il est décrit comme prêt à accepter l'amour de qui que ce soit. Il n'est donc pas hétérosexuel. Quant à son acteur, Charlie Day, il a plusieurs fois confirmé qu'il avait joué le personnage comme amoureux d'Herman. On ne peut pas remettre en question la non-hétérosexualité du personnage, ce qui est déjà un bon début. Pour Herman, la deuxième moitié du couple, c'est déjà moins clair. Bernd Gorman, son acteur, se met à rire quand son collègue affirme que leurs personnages sont ensemble dans diverses interviews. Maintenant, j'ai seulement parlé d'éléments extérieurs au film, ce qui, j'en suis sûr, n'est pas très convaincant. Qu'en est-il des films eux-mêmes ? Je pense qu'en ayant ce que j'ai dit précédemment en tête, il n'y a pas besoin d'être un génie pour constater que Charlie Day n'a pas exagéré quand il a dit qu'il avait joué son personnage comme amoureux. Sa performance transpire l'amour et il n'est vraiment pas difficile de voir pourquoi un fandom s'est développé autour d'eux deux. Et je vais le répéter. Sa performance n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur. Si elle est présente dans les films comme telle, c'est qu'elle est voulue et acceptée. Je vais résumer le scénario. Dans le premier film, des gros monstres appelés kaiju font des ravages. Newton et Herman sont deux partenaires de labo qui se disputent comme un vieux couple, et qui finissent par sauver le monde ensemble. Dans le deuxième film, ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, mais Herman meurt d'envie de renouer contact avec Newton, et Newton est possédé par une race d'extraterrestres interdimensionnels, donc... il essaie de provoquer l'apocalypse. Si le premier film pouvait laisser planer le doute sur la canonicité de leurs sentiments l'un envers l'autre, il suffit de réfléchir 5 minutes au second film pour voir à quel point ils meurent d'envie de se faire des bisous. Le film tente brillamment de tromper le spectateur en faisant du straight baiting. Quand Newt et Herman se retrouvent pour la première fois en 10 ans, Newt propose à Herman de passer une soirée avec lui et Alice. Alice, bien sûr, c'est un nom féminin, et l'audience en déduit naturellement que Newton s'est trouvé une femme. En discutant avec d'autres fans, j'ai vu qu'on avait tous eu la même réaction en tant que shipper. Une grande horreur. Le film avait donné une femme sortie de nulle part à Newton quand quelqu'un d'autre était déjà disponible et avait une forte alchimie avec lui. C'était un outrage, une trahison, une disgrâce. Et Herman n'a pas une réaction très différente de la nôtre. Il a visiblement l'air blessé. Dans une scène plus tard dans le film, il s'avère que cette chère Alice est un cerveau de kaiju et non pas la femme de Newton. Alors non seulement Newton n'a pas de femme, mais en plus Alice est codée comme un ennemi, ou en tout cas comme une présence négative. Lorsque plus tard dans le film, Herman découvre que Newton est possédé par les précurseurs, les grands méchants de la franchise, il tente malgré tout de le sauver. Il essaie de l'aider à redevenir lui-même et il empêche un autre personnage de lui tirer dessus. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur une constante du film. La nouvelle personnalité de Newton ne fait hausser les sourcils de personne dans le film, en dehors d'Herman. Et ce n'est qu'en présence d'Herman que la façade se fissure et que dans toutes leurs scènes, le véritable Newton apparaît même quelques secondes. En d'autres termes,
Herman est la seule personne à procurer assez de force à Newton pour qu'il repousse l'influence des précurseurs. Je dirais même plus. Il est fortement sous-entendu que c'est à cause des précurseurs que les deux personnages n'ont eu aucun contact presque en 10 ans. Ergo, les précurseurs voyaient en Herman une menace pour leur plan. Ergo, Herman et Newton doivent avoir un lien suffisamment conséquent pour que même 10 ans après, les précurseurs continuent de le craindre et pour que, 10 ans après, Herman réussisse encore à toucher Newton en plein cœur. Quand il voit Newton déclencher la fin du monde, Herman comprend presque immédiatement ce qu'il s'est passé. Si un autre personnage avait été à sa place, il aurait pris ce qu'il voyait pour argent comptant, et c'est d'ailleurs ce qui se produit. Attendez... J'ai l'impression qu'il y a un lien avec ce que j'ai dit précédemment... Ah, passons. Même sans considérer le script, il y a indubitablement un lien extrêmement fort entre les deux personnages. Newton a beau être fan de kaiju, c'est Herman qui, 10 ans après, garde une figurine de kaiju dans son bureau. Herman, dont le visage reprend vie quand il est en présence de Newton. Herman, qui tente constamment de protéger Newton. Herman qui fait passer en un seul regard à Newton tout un message. Herman qui prétend qu'il déteste se montrer affectif avant d'immédiatement étreindre Newton. Je ne sais pas vous, mais personnellement, quand je vois deux personnages marginaux tout risquer l'un pour l'autre, se faire confiance en dépit des apparences, se désirer après 10 ans sans se voir, oui, je crois que c'est tout naturel de les shipper et je trouve ça ridicule de penser qu'il n'y a rien entre eux.